Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre nouveau cycle 2022 des soirées rencontres sur le deuil. On vous souhaite la bienvenue et on est très, très content que vous soyez là. On est quand même début février, mais je me permets de vous souhaiter une bonne année en santé, puis une bonne année en paix et une bonne année comme ce que vous pourriez imaginer de mieux pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, on est très content, encore une fois, de cette année, d'être avec vous une fois par mois, bon an, mal an. On garde notre tradition du premier lundi de chaque mois, peut-être avec exception là, quand il y a des fériés ou des fêtes, mais on file comme ça. Et il y aura des petites variantes qu'on vous a préparées cette année. Donc, ce soir, on a un invité que Joanne vous présentera, Joanne de Montigny, dans quelques minutes. Mais on aura aussi d'autres genres de rencontres. Donc, je vous dis tout de suite que le prochain rendez-vous du début mars, le 7 mars, sera avec un court film de 30 minutes qu'on vous présentera. Il y aura des discussions par la suite. On a imaginé aussi des tables rondes qu'on voudrait vous faire partager. Alors voilà, là, il y aura un peu de changement, d'ajustement selon les commentaires que vous nous avez envoyés et on est très content de vous lire. Alors, soyez tout à fait à l'aise, vous le savez. Le lien de façon virtuelle, on aimerait mieux en présentiel, mais au moins en virtuel, on garde un lien avec le site infodeuil.ca et vous avez des endroits pour nous questionner ou nous faire vos commentaires et vous êtes les bienvenus. Donc, voilà, merci d'être là et je vais rapidement céder la parole à Joanne de Montigny. Vous connaissez à peu près tous Joanne. Joanne collabore avec Le Repos Saint-François-d'Assise et Infodeuil depuis plusieurs années. Joanne est psychologue, elle est aussi conférencière, elle écrit beaucoup aussi, donc vous pouvez la lire sur le site Infodeuil et elle a aussi des ouvrages là, que vous pouvez trouver en référence ou en librairie. Alors voilà, je lui cède la parole. Je la remercie encore une fois cette année de nous accompagner. C'est très précieux, Joanne, et un grand, grand merci d'être là. Alors, elle vous présente maintenant l'invité de ce soir. Alors, bonne soirée et un peu plus tard. À mon tour de dire un grand merci, Alain, et de confirmer que c'est un plaisir pour moi de faire l'impossible pour trouver des personnes comme on a ce soir. Je vais vous présenter Marc Pitre dans 2 minutes, mais je m'adresse aussi à toutes les personnes qui sont branchées avec nous pour vous dire un beau bonsoir et vous dire que ça fait chaud au cœur de vous savoir là. Et ça fait toujours plaisir aussi de recevoir vos commentaires. Et on essaie d'aller là où vous souhaitez que nous allions. Je vous présente sans plus tarder parce que un témoignage comme on va entendre ce soir, je crois que c'est très précieux. On va parler de la mort soudaine, de la perte inattendue d'un être aimé. Alors ça, on est capable de s'identifier tout le monde à ce que ce serait pour nous de perdre un être cher de façon imprévue, inattendue, et comment est-ce qu'on essaie de reprendre la vie autrement, de reprendre le chemin de la vie alors que la vie nous a fait basculer très, très loin en arrière de tous les projets qu'on avait faits. Alors, j'aimerais vous dire un mot là sur Marc Pitre. Il ne m'a pas donné une très longue biographie parce que c'est un homme, je pense, modeste. Il souhaitait depuis quelque temps s'adresser à nous parce que, disait-il, il a eu l'occasion d'écouter souvent les soirées de rencontres, deuil. Il est même venu à quelques reprises en présentiel. Je vais le laisser vous dire tout ça, mais euh, c'est ainsi que nous avons pu communiquer ensemble. Et je dirais que vous allez entendre un bel accent acadien. Même si c'est triste, il y a quelque chose qui fait doux à l'oreille, qui fait du bien. Alors, Marc est donc né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, hein,
et puis il est gestionnaire de droits d'auteur à la Société Radio-Canada. Et il va nous le dire, c'est un passionné pour le kayak, un homme extraordinairement habile, ce que j'en comprends dans ce qu'il m'a expliqué de sa joie d'aller rejoindre la nature. Comme on le sait, la nature nous fait grand bien aussi en fait, je dirais que la nature nous prend dans ses bras quand on a envie de pleurer. Alors, et quand on a envie simplement de relaxer et de se reposer euh, sous le toit de la nature. Marc, sans plus tarder, quel titre? La semaine où Manon est décédée 3 fois. C'est intriguant, on en a une petite intuition, mais de t'écouter, on va voir tout ce qui s'est passé en une semaine pour qu'une vie soit complètement changée. Merci d'avoir accepté l'invitation, Marc, et on vous écoute avec attention. On se retrouve à la fin un petit peu pour les questions ou si jamais il y avait quelque chose entre-temps, je vous demanderai une explication, mais je n'oserai pas trop vous interrompre parce que je sais que c'est important. À tout de suite. Merci d'être là. C'est à vous. Merci beaucoup, Joanne. Et oui, merci d'être là. Puis je le sais que vous allez venir me récupérer, me sauver au besoin si jamais je divague ou si je perds le fil. Bref, j'aimerais d'abord remercier Alain et Joanne pour l'invitation. C'est un grand privilège pour moi de venir vous parler de Manon. Ça me fait chaud au cœur. Et oui, je suis quelqu'un qui est très passionné du plein air. J'ai tout de suite envie d'adresser ce commentaire-là, Joanne, par rapport à tous ces temps-là que je passe dans mon kayak. Je le dis souvent, je le dis à mes amis, je le dis aux gens qui me demandent que le kayak, on dirait que ça m'a presque sauvé la vie dans un sens parce que très rapidement, après le décès de Manon, j'ai décidé de m'acheter un kayak parce que je savais que ça me ferait grand bien. Alors, depuis ce temps-là, j'essaie de passer le plus de temps possible dans mon kayak tout seul, avec des amis ou à prendre soin de moi. Puis c'est vraiment un endroit et c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Alors, mais ça serait peut-être pour une autre discussion à un autre moment donné. Ce soir, comme j'ai dit, j'ai le privilège de vous parler de Manon et j'ai vraiment envie de vous parler de Manon parce que Manon est décédée en 2019. Ça va bientôt faire 3 ans. Et puis, moi, j'ai eu le privilège de connaître Manon en 2002, quand j'ai commencé un nouveau contrat dans une compagnie où j'étais pigiste. Et puis, j'ai commencé à travailler dans cet endroit-là. Et puis, j'avais besoin de faire affaire avec une demoiselle parce qu'elle était responsable de la paye. Et puis, c'est la première fois que j'ai rencontré Manon. Et puis, je la trouvais très intéressante. Je la trouvais à mon goût. Elle était séduisante. C'était quelqu'un qui était un peu gêné, mais je voyais qu'il y avait une petite étincelle dans ses yeux, puis ça m'avait frappé tout de suite. Alors, ça avait resté avec moi, ce feeling-là. Je la trouvais sympathique et puis j'avais affaire avec elle assez régulièrement, mais je la trouvais de mon goût. Et puis, je ne dirais pas plus que ça parce que, comme vous allez savoir, c'est que j'ai seulement commencé à fréquenter Manon 5 ans plus tard, en 2007, après les changements de circonstances de mon bar et évidemment de son bar aussi. Alors, la situation a changé, mais c'était quelqu'un que je connaissais quand même assez bien. Je savais qu'elle avait une fille, je savais qu'on avait le même âge.
Je connaissais un peu ses goûts. On se croisait de temps en temps dans la cuisine ou dans les corridors. J'avais besoin de faire affaire avec elle sur une base régulière. Alors, on avait l'occasion d'échanger. Et puis, on avait déjà une relation. Mais en 2007, elle est devenue ma blonde. Et puis, pour les gens qui savent, les collègues, les quelques amis, Manon m'avait confié assez rapidement après qu'on a commencé à se fréquenter qu'elle m'avait dit qu'elle avait quand même, il y avait une étincelle, elle aussi, dès les premiers moments qu'on s'était rencontrés. Alors, on avait tous les deux quelque chose qui était là. Ça a juste pris un petit peu de temps avant que ça pointe. Mais alors voilà, en 2007, Manon et moi, on est devenus un couple. Ça s'est passé très vite. Et je peux vous dire qu'on est devenu un couple, ce qu'on pourrait appeler assez fusionnel. Il y a du monde qui pense que c'est négatif, ça. Moi, j'ai toujours pensé que dans notre cas, ça voulait juste dire qu'on s'aimait beaucoup et qu'on aimait passer du temps ensemble. On aimait pas mal passer pas mal tout notre temps ensemble. Puis, c'est ça, Manon, je la considérais, c'était ma blonde, c'était mon amoureuse. C'était quand même ma meilleure amie. Elle est devenue, à travers le temps, assez rapidement, j'oserais dire, ma meilleure amie dans le sens que j'étais capable c'était ma confidente. Elle est devenue ma conseillère. Puis, elle est devenue ma partenaire de vie avec les années. Et puis en 2017, 10 ans après qu'on s'est rencontrés, elle est devenue ma conjointe. Ça fait que c'est quand même une belle histoire. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là. Puis j'aime beaucoup dire que Manon, elle avait un style à elle. Puis je pense que les gens qui ont connu Manon, ses collègues, ses amis, sa famille, savent que Manon elle avait un style à elle. Puis j'aimais beaucoup ce style-là. Manon, c'était une personne on pouvait peut-être penser qu'elle était peut-être plutôt sérieuse, mais c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Elle avait un sens d'humour assez unique. Et puis, on passait pas mal de temps à rire ensemble, puis ça nous faisait un gros bien, puis on ne se prenait pas trop au sérieux. Puis, c'était quelque chose qu'on faisait souvent. On passait du temps à faire beaucoup de petites choses et puis le rire, ça faisait beaucoup partie de notre quotidien. Manon, c'était une personne qui aimait beaucoup jouer aux cartes. Elle était très bonne au crib. Ça, je ne le savais pas avant de la rencontrer. Elle avait essayé de me montrer comment jouer au crib, mais moi, j'étais vraiment pas bon. Ça fait qu'elle n'avait pas beaucoup de patience de jouer au crib avec moi. Mais les gens savent qu'elle était quand même redoutable. Elle était très bonne. Je pense qu'elle avait gagné des tournois quand elle était plus jeune. Puis, elle aimait beaucoup tricoter. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais elle faisait partie d'un groupe de femmes qui se rencontraient les samedis matins pour tricoter en groupe. Et puis, elle aimait beaucoup ça. Manon, elle aimait beaucoup prendre soin d'elle. Elle prenait soin d'elle-même. Elle allait au gym. Et moi aussi, on avait ça en commun. Mais c'était pas quelque chose qui était extrême. C'est juste que c'était important. On prend soin de soi. On mange bien. On essaie de... On avait développé ça ensemble. On avait développé des habitudes de prendre soin de nous. Puis, ça concordait. Là. On était sur le même rythme. Et vu qu'on était fusionnels, ça donnait quelque chose de bien. Alors, moi, j'étais quelqu'un qui faisait de la course depuis plusieurs années. Puis, et Manon, elle a regardé ça. Puis, elle aussi, elle a commencé à faire de la course elle-même. Pas des très grandes distances, mais quand même, Manon a réussi à faire quelques marathons. Quelques demi-marathons, je devrais dire, excuse-moi, c'est moi qui courais les marathons et Manon, elle a quelques demi-marathons à sa collection. J'ai les médailles
les médailles qu'elle avait accumulées à travers les années. Bref, c'était quelque chose qu'on faisait aussi, c'est aller courir régulièrement les matins, 2-3 fois par semaine. Le matin, on était très matinal et voilà. Elle aimait cuisiner, elle aimait beaucoup danser, elle aimait lire, puis c'était quelqu'un qui était extrêmement organisé dans son temps, dans son horaire. Et puis, et voilà, elle avait toutes ces qualités-là. Et puis, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. On était quand même un beau petit couple, je trouve. À travers, évidemment, assez rapidement, j'ai connu Manon de par son passé. Je savais que dans son jeune âge, qu'elle avait été confrontée à de l'adversité. Je ne rentrais pas dans les détails, ce n'est pas important, mais je savais que c'était quelqu'un qui avait eu une enfance un peu difficile, puis c'était challenge un peu par bout. Et c'est quelque chose qui la caractérisait, mais je mentionne ça. Je mentionne ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez elle. C'est comment elle a surmonté toutes ces situations-là avec le temps. Toutes ces adversités-là, comment elle a travaillé très, très, très fort à travers le temps, avec le temps. Et puis, moi, j'ai eu le privilège de voir Manon évoluer, mais de grandir et puis de la voir souffrir, mais aussi de la voir grandir à travers de moments difficiles, des challenges. Et puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup respecté chez elle. Et ça m'avait beaucoup inspiré, le fait qu'elle était quelqu'un qui ne lâchait pas et qui m'avait beaucoup inspiré. Elle aimait beaucoup son travail. Elle se définissait pour son travail, mais c'est parce qu'elle aimait ça beaucoup, son travail. Elle appréciait beaucoup ses collègues et puis elle les considérait comme des amis. Elle était très fière de où est-ce qu'elle travaillait, puis elle en parlait beaucoup, puis c'était une partie importante de sa vie. Alors, je tiens à le mentionner parce que je le sais que après au décès de Manon, ses collègues ont été très heurtés et puis ils ont trouvé ça a été très difficile pour eux autres aussi. Bon, je l'ai mentionné, Manon, elle a une fille, sa fille Catherine, et elle a 2 petits-enfants. Catherine, j'ai tout de suite compris que Catherine, c'était la personne la plus importante dans sa vie. Et Manon adorait sa fille et puis elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ses 2 petits-enfants, Juliette et Émile. Et puis, je tiens beaucoup à mentionner ça parce que pour Manon, c'était capital de faire de la place dans sa vie pour sa fille. Et maintenant, après qu'elle est devenue grand-maman, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle appréciait beaucoup, elle avait décidé de dégager une partie de sa vie pour donner du temps et de passer du temps avec sa fille et ses petits-enfants. Et c'était absolument important pour elle. Je vais aussi mentionner que Manon aimait beaucoup voyager, puis elle et moi, on a développé cette passion pour le voyage. On n'a pas voyagé beaucoup à l'international, mais on voyageait beaucoup dans l'Est, au Québec. Et en 2017, on a décidé de faire l'achat d'un camping-car, un Westphalia, qu'on a mis la main dessus après avoir eu la chance d'en trouver un à notre goût. Et puis, c'est rapidement devenu une espèce de convoi qu'on utilisait pour s'évader. Et ça aussi, dans notre couple, ça a ouvert la porte à la possibilité de voir qu'est-ce qu'on voulait faire dans le futur. À l'entour de cette époque-là, à l'entour de 2015, 2016, 2017, on discutait beaucoup sur l'idée de comment on allait passer le restant de notre vie ensemble. Qu'est-ce qu'on allait faire avec le restant de nos jours? Qu'est-ce qu'on allait faire
avec le futur qui s'offrait. Et puis, maintenant qu'elle était grand-maman et qu'on avançait en âge, on parlait beaucoup de ça. Ça faisait partie de notre quotidien, de vraiment discuter souvent de qu'est-ce qui s'en venait. Le futur, ça voulait nous donner quoi? Et puis, donc, avec ce camping-car-là, on partait les fins de semaine quand on pouvait. Et puis, on a fait de beaux voyages. C'est vraiment quelque chose qu'on appréciait beaucoup. Manon aimait beaucoup les traditions et elle aimait beaucoup les fêtes, Noël et Pâques. Et puis, avec sa fille, elle avait mis en place une série de traditions, des soupers de famille. On allait manger ceci, il fallait faire ça de cette façon-là. Et puis, moi, je trouvais que c'était très important. Et pour elle, c'était absolument important pour elle aussi. Et puis, ce que je veux, là où je veux en venir, c'est qu'en 2019, la fin de semaine de Pâques, je veux vous expliquer que c'était une fin de semaine de 4 jours et puis on avait passé une fin de semaine vraiment très mémorable dans le sens qu'on avait passé une très belle fin de semaine à faire toutes les choses qu'on aimait faire le plus au monde, c'est-à-dire de passer du temps en famille, avec la fille de Manon, avec les petits-enfants. On avait été voir une pièce de théâtre. On avait été ensuite manger avec des amis dans un restaurant par la suite. Et on avait été aussi faire de la randonnée au Mont-Saint-Bruno en fin de semaine et on avait passé la fin de semaine à relaxer, à cuisiner, à flâner, à vraiment faire toutes les choses qu'on aime ensemble. Et puis, je me souviens qu'on avait fait le constat de se dire qu'on était heureux, comme tout le monde, une belle vie simple, et puis les choses allaient bien. Et donc, et voilà que cette fin de semaine-là s'est terminée sur un lundi de congé. Et puis, comme d'habitude, on a terminé notre journée en se couchant puis en planifiant notre semaine, comme d'habitude. Et puis, le lendemain, bien, évidemment, on s'est levé avec nos vieilles habitudes de se lever très tôt et puis de descendre en bas puis de préparer un peu la journée qui s'en venait et puis de s'habiller pour aller faire notre petit jogging, tout simplement. Et donc, on s'est habillé pour aller courir et on est sorti dehors. Il faisait un temps assez beau. Et puis, on était dehors aux alentours de 6 heures le matin, ce qui est très normal. On traversait la rue et on a commencé à courir. Et tout allait très bien. Et voilà que soudainement, Manon s'est virée vers moi pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien. Elle était inconfortable au niveau de la poitrine. Puis, j'avais trouvé ça un peu étrange, mais on s'était dit qu'on arrêterait de courir et qu'on marcherait un peu. Puis je me souviens qu'elle était un petit peu déçue parce qu'elle trouvait qu'elle avait raté un peu son entraînement. Rien de sérieux, mais quand même. Et puis, elle se tourne vers moi puis elle me dit, ben, allons, on va continuer, je vais réessayer. Et puis, alors, on redémarre, on commence à courir, puis elle se tourne vers moi pour me dire, ben, je ne peux pas, je ne l'ai pas, je me sens pas bien. Et puis, j'ai dit que ce n'était pas grave, qu'on allait juste arrêter, puis qu'on allait marcher pour retourner chez nous. Puis que de toute façon, ce n'est pas important. Puis, et c'est ça qu'on a fait. On a juste arrêté de courir et on a marché tout bonnement. On a traversé la rue pour retourner chez nous. Et tout calmement, on discutait comme on fait comme d'habitude. On admirait le stade olympique et puis on faisait notre chemin pour retourner chez nous. On a descendu en dessous du viaduc et le soleil est sorti soudainement. Puis je me souviens que Manon avait dit qu'elle voyait nos ombres là-bas au loin. Et elle avait dit, regarde là-bas, on nous voit nos ombres. Et puis j'ai regardé et soudainement, Manon, qui était juste à côté de moi, me dit
qu'elle avait besoin de s'asseoir et qu'elle ne se sentait pas bien. Puis elle s'est assise sur les escaliers et elle s'est évanouie dans mes bras, soudainement. Juste de même. Je me souviens très, très bien, très vividement qu'elle avait tombé comme une feuille dans mes bras et que je me disais qu'elle venait de s'évanouir, mais je me suis très rapidement rendu compte qu'elle ne respirait plus et que c'était très, très, très sérieux qu'est-ce qui se passait. Alors, j'ai tout de suite tenté de la réanimer et puis pendant plusieurs instants, j'ai tenté de la réanimer. On n'avait pas nos téléphones cellulaires avec nous, alors malheureusement, je ne pouvais pas téléphoner pour de l'aide, mais il y a quelqu'un qui est passé et j'ai crié à la personne pour aller chercher de l'aide. Et en attendant, j'ai continué à essayer de la réanimer. Et jusqu'au moment où les secouristes, les premiers répondants sont arrivés. Et ils ont tenté de la réanimer. Et puis, on est parti pour l'hôpital. Moi dans un auto-patrouilleur et puis Manon dans l'ambulance. On est arrivé à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont-Maisonneuve, pas loin. Et puis, on s'est retrouvés rapidement dans la salle d'urgence où Manon est partie dans une salle d'urgence avec plein de médecins. Et moi, je suis resté tout seul avec un policier qui me posait quelques questions et en attendant pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et rapidement, ils sont sortis pour l'amener dans une autre salle. Et je dois vous avouer que sur le tas, j'étais dans un état de choc et je le sais maintenant que je n'arrivais pas à rejoindre les deux bouts. Et je n'arrivais pas à comprendre et même à croire ce qui se passait. C'était un mauvais rêve, puis pas à peu près. Et puis, évidemment, avec le temps, on s'est retrouvés. C'est difficile pour moi de retracer le fil du temps, mais pas longtemps après, on s'est retrouvés aux soins intensifs. Et on installait Manon et puis, dans un lit et puis on prenait très soin d'elle. Et moi, j'ai eu la tâche vraiment difficile de téléphoner la fille de Manon pour lui annoncer la nouvelle. Et elle est venue très rapidement me rejoindre à l'hôpital avec son chum. Et puis, on a passé la journée ensemble à attendre, à savoir qu'est-ce qui se passait avec Manon. Et puis, évidemment, le temps était crucial, mais tout le personnel autour de nous, évidemment, prenait bien soin de nous, mais j'avoue que c'est comme un immense nuage ou une brume pour moi. Même de raconter ça en ce moment, j'ai encore un peu de difficulté, mais à un moment donné, on est venu nous expliquer que Manon ne répondait pas nécessairement aux tests neurologiques qu'on lui faisait subir et puis qu'il fallait attendre une période de 24 heures pour voir si sa situation allait changer. Alors, on n'avait pas le choix que d'attendre et puis, évidemment, la seule chose à faire, c'était d'attendre. Alors, j'ai fait quelques appels importants et je veux juste mentionner que ce matin-là, pendant qu'on attendait, j'ai téléphoné ma sœur qui était au Nouveau-Brunswick et elle est embarquée directement dans un avion et est venue me rejoindre. Elle est venue me rejoindre dans la même journée
Et j'oublierai jamais cette chose-là parce que ma sœur, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui est très proche de moi maintenant, mais à l'époque, ma famille était loin assez au Nouveau-Brunswick, mais par le simple fait d'embarquer dans un avion sans hésiter, il est venu me rejoindre pour être avec moi. Ça m'a fait énormément bien d'avoir quelqu'un avec moi, d'avoir la fille de Manon avec moi et d'avoir ma sœur avec moi, c'était capital. Alors, ça, c'était le mardi le 23 et voyez-vous, dans mon titre de cette intervention ce soir, je parle des 3 décès de Manon, mais pour moi, c'est un peu drôle de dire, mais je le sais que le cœur de Manon a arrêté de battre cette journée-là et puis ils l'ont mis sur un respirateur artificiel et pour le restant du temps, c'est-à-dire, c'était ça la situation. Alors, le lendemain, le mercredi, le 24 avril, je savais qu'à un moment donné, on nous demanderait de rester, de ne pas être trop loin parce qu'on était demandé d'être là pour témoigner les tests qu'ils allaient faire sur Manon pour déterminer s'il y avait justement de l'activité dans son cerveau ou pas. Et puis, on nous avait recommandé fortement de participer au test et on a décidé ensemble, Catherine et moi, le papa de Catherine, avec nous, d'assister à ces tests-là neurologiques. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est cet après-midi-là qu'on a prononcé que Manon avait décédé, avait subi une mort cérébrale. Alors, c'était le choc et c'était évidemment le point de non-retour pour nous. Je prends une petite pause, 2 secondes dans cette histoire pour juste vous parler de qu'est-ce qui se passe autour de nous à ce moment-là. C'est que il y a des anges qui rôdent autour de nous parce que dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a des anges, des gens qui sont là pour prendre soin des familles qui sont en détresse. Et nous, on était en détresse. Et je n'oublierai jamais le soin qu'on nous a accordé, l'attention et la délicatesse avec lequel on a pris soin de nous pour passer à travers ce moment-là difficile. Et puis, je n'oublierai jamais une infirmière au nom de Claude Proux qui était la personne désignée pour nous aider à passer à l'étape où est-ce qu'il fallait prendre une grosse décision, c'est-à-dire si oui ou non on allait faire le don d'organes. Et j'aimerais vous dire rapidement, parce que je vois que le temps file, c'est que Manon et moi, drôlement, peu de temps avant l'accident cardiaque de Manon, on avait mis de l'ordre, on avait mis à jour notre situation, en voulant dire nos testaments. On avait fait une version, on avait fait nos testaments plusieurs années auparavant, mais la situation avait changé un peu, alors on avait décidé de les mettre à jour. Et puis, évidemment, quand on fait ce genre de choses-là, c'est toujours une bonne idée de considérer la possibilité de faire le don d'organes. Et nous, on n'avait pas hésité du tout. Alors, je me souviens à l'époque, on avait signé et on savait que c'était quelque chose qui était important, que c'était la bonne chose à faire, pensant que jamais on aurait besoin de faire ça, au moins pas avant très longtemps. Alors, je dis ça de même, mais c'est important de le souligner, c'est parce que vous allez voir plus tard, par le simple fait qu'on avait de l'ordre dans nos affaires et qu'on avait signé nos cartes de dons et qu'on avait pris position là-dessus et qu'on avait parlé avec nos proches, ça avait beaucoup facilité la chose plus tard quand est venu le moment de prendre des décisions. Alors,
c'est justement ça. Quand les gens autour de nous autres, les infirmières, l'équipe responsable de nous aider à prendre ces décisions-là, nous ont guidés à travers, on était prêts. C'était des décisions difficiles, mais on était prêts. On était prêts à prendre ces décisions-là. On savait que c'était la chose à faire et on savait que c'était quelque chose que Manon voulait. Alors, on avait un mercredi après-midi, un jeudi et un vendredi à attendre pendant que Manon était sur une assistance artificielle pour maintenir son corps en vie. Nous, on était accompagnés par les gens autour. Puis, je dois vous dire que c'est un moment où la poussière peut-être commence à tomber dans le sens qu'on commence à réaliser ce qui se passe et puis que, et que le choc est là, mais qu'on commence à réaliser que c'est vrai, que ce n'est pas un mauvais rêve, que c'est vraiment ça qui arrive. Alors, les jours qui ont suivi, le jeudi et le vendredi, c'était de juste essayer de se donner du confort et puis de se soutenir entre familles, entre membres de famille, de tenir les gens informés autour de nous et puis d'attendre. Et on attendait quoi? C'est-à-dire dans un processus où est-ce que quelqu'un fait un don d'organes et puis il faut... il y a toute une organisation qui se passe autour de nous. Nous, on ne voit pas ça, mais évidemment, on va aviser les gens qui vont recevoir les dons d'organes. Et puis, évidemment, on prépare le patient, le donneur. Alors, c'est ça qu'on faisait. Moi, je restais avec Manon parce que de toute façon, c'était la place pour moi, c'était de l'accompagner de là-dedans. Et même si on me disait que techniquement, Manon était décédée au niveau du cérébral, pour moi, Manon était toujours là et je ne pouvais pas l'abandonner. Et c'est ça. J'ai resté avec Manon. On a resté avec Manon le jeudi et le vendredi. Et en début de soirée, on est venu pour prendre Manon pour... et puis, c'est là que j'ai dit, mais les au revoir avec Manon pour la dernière fois, Manon physiquement. Et puis ma sœur et moi, on était à l'hôpital. On est partis en début de soirée. Et puis je n'oublierai jamais les gens, les préposés autour, comment ils étaient très, très bien avec nous. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup pris soin de nous. Et je tiens à le répéter parce que sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'était un geste difficile, mais ils ont été vraiment, ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. À un moment donné, je voulais juste mentionner qu'on m'avait dit que qu'il y avait du monde qui pouvait aider. Et on m'avait mis en contact avec une certaine personne. On m'avait même donné son numéro de téléphone. On m'avait dit son nom et on m'avait donné son numéro de téléphone. C'était, je pense que c'était le mercredi ou le jeudi. À vrai dire, je ne me souviens pas si c'est moi qui ai téléphoné ou si cette personne-là m'a téléphoné, mais cette personne-là, au nom de Jocelyne, et ça se peut que Jocelyne écoute ce soir, ça, c'est un autre ange qui a joué un rôle important dans ma vie parce que Jocelyne, c'est une personne qui fait du bénévolat pour un groupe très important qui accompagne les familles qui font le don d'organes. Et puis, Jocelyne a pris du temps, de son précieux temps pour m'accompagner de là-dedans. Et je veux tout simplement le mentionner ce soir parce que c'était une autre personne qui m'a beaucoup aidé à traverser ces moments difficiles-là et on a réussi à se parler à plusieurs reprises par la suite. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a son
elle aussi son propre histoire. Si elle écoute ce soir, ben Jocelyne, sache que je pense à toi et puis je te fais un gros clin d'œil, puis je te remercie aussi. Alors, on suivit les funérailles et puis, et par la suite, évidemment, dans les mois qui ont suivi, les anniversaires, les premières fois que j'ai dû affronter plusieurs anniversaires avec le fait que Manon n'était plus là. Alors, je vais juste sauter en avant aussi parce que je vois que le temps file, mais j'avais l'intention de célébrer le décès de Manon, les 1 an, mais évidemment, la COVID est venue un peu brouiller la carte là-dessus. Et puis, je me suis dit que je me reprendrais pour la 2e année, mais aussi le COVID a décidé que ça allait se passer autrement. Mais je comprends maintenant que ce n'est pas grave tout ça, que ce qui est important pour moi maintenant, c'est qu'avec le temps et avec les gens autour de nous, et si on veut, on peut évoluer dans le deuil. On peut se retrouver de nouveau à être bien, même s'il y a des moments qui sont difficiles. Mais je tiens quand même à souligner le fait que il y a des gens qui ont joué des rôles très importants dans mon cheminement. Puis il y a évidemment de l'aide psychologique que j'ai eue. Je tiens beaucoup à le mentionner aussi parce que tout de suite assez rapidement après le décès de Manon, je le savais que je ne pouvais pas affronter ce défi-là sans de l'aide. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait peut-être bien si je demanderais de l'aide et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai comme l'impression que Manon, elle a joué un rôle là-dedans en me mettant en contact avec la bonne personne. Parce que dès le premier contact que j'ai eu avec cette personne-là, cette professionnelle, je le savais tout de suite que c'était la bonne personne. Et puis, j'ose même dire, je vous avoue que je travaille encore aujourd'hui avec cette personne-là pour m'aider à m'adapter dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle situation, dans ma nouvelle réalité. Et puis, que c'est vraiment précieux pour moi. Et quand les gens me demandent qu'est-ce qui est important dans mon deuil, ben, c'est une des choses que je mentionne souvent. Alors, une autre chose que j'aimerais mentionner qui est important, c'est les rencontres, les soirées rencontres, comme ce soir. Assez rapidement, j'ai découvert ces soirées-là et j'ai vite découvert que ce qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de deuil et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est le partage. Le simple fait d'écouter des gens partager leur deuil, comment ils vivent leur deuil, c'est drôle de dire, mais je m'identifie beaucoup à ça. Il y a une espèce de solidarité, il y a une espèce de confirmation que je suis évidemment pas seul, mais que ça m'aide même à trouver une façon d'en parler. Je me sens comme si je peux même trouver les bons mots, les bonnes paroles, une façon de décrire ce qui m'arrive, vraiment une vraie façon d'en parler. C'est comme une lumière. Et puis, c'est rare que j'en manque des soirées rencontres. J'appréciais beaucoup les soirées rencontres en personne. Et puis, depuis la COVID, on le fait de façon virtuelle et ça continue à me faire énormément de bien. Alors, oui, j'ai des hauts et des bas. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Oui, j'ai réappris à rire. J'ai réappris à me retrouver quand même. Je sais maintenant que je dois en quelque sorte me redéfinir et que je dois reconnaître mes forces
j'ai des nouvelles aspirations maintenant, et que c'est important et que je le sais que c'est ce que Manon voudrait. Et puis, c'est ça qui me donne la force. Je me dis, ce qui est le plus important, c'est que c'est le legs que Manon laisse. C'est tout le temps que j'ai pris ce soir de vous parler de Manon, de ses qualités, de ce que j'aimais le plus. Ce sont des choses qui nourrissent mon espoir, qui me donnent de l'énergie de continuer, qui me permet de justement de rêver et de continuer. Alors, c'est ça. Qu'on m'invite de parler de Manon, qu'on me demande qui elle était, qu'on me demande comment elle était, quel genre de personne qu'elle était, ça me fait énormément bien et j'apprécie beaucoup ça. Alors, je vous remercie beaucoup de me permettre de le faire ce soir. Oh, Marc, à mon tour de venir te parler, vous parler. C'est saisissant, c'est touchant, puis en même temps, c'est rempli de force. Vous nous avez aidé à toucher à toutes les peines qu'on peut avoir dans la vie et la vôtre qui est si grande, puis en même temps, tout l'espoir qui habite à côté de cette peine. On sent à la fois les émotions, mais aussi la capacité de porter ces émotions, la capacité de les nommer, la capacité de nous les confier. Et c'est comme si tout le monde, on se disait, c'est un partage d'émotions qui fait grand bien parce qu'on s'y retrouve, on se reconnaît, on se dit si c'était notre histoire, si nous perdions notre amour, l'être de notre vie. Des gens qui nous écoutent ce soir, je suis certaine qu'ils peuvent vraiment se reconnaître dans cette perte immense qu'est la perte d'un conjoint ou d'une conjointe, l'amour d'une vie, mais que cet amour qui demeure pour toujours nous aide un petit peu à transcender la mort et nous aide à comprendre qu'il y a des bonnes raisons de vivre encore. Et votre témoignage est un tour de piste incroyable parce que c'est une belle histoire de vie courte, mais c'est jamais, comme on dit, la longueur de vie ensemble, mais la qualité des moments passés ensemble. Et ça, c'est bien sorti ce soir, cette belle qualité de l'art de s'aimer, de vivre ensemble et d'apprendre avec le temps à se perdre. C'est pas facile, hein? Moi, j'ai toujours rêvé qu'ils se donnent des cours sur la capacité de perdre dès qu'on commence l'école, qu'on apprenne comment on fait ça, perdre l'être le plus précieux au monde. Alors, c'est presque ce que vous nous avez livré ce soir. Il y a des pistes qui vont aider les gens, j'en suis certaine. Et ça fait toujours du bien parce qu'on a souvent des témoignages de femmes et de plus en plus les hommes viennent aussi nous témoigner de leur souffrance et de leur parcours et de leur force. Alors, un grand merci pour tout cela. Et comme on a peut-être un bon 10-12 minutes pour questions ou commentaires, si vous voulez bien, Marc, on va déjà aller voir pour être là avec l'auditoire et pour écouter un peu ce que ça a pu susciter en chacun. Alain, est-ce qu'il y a déjà quelque chose pour nous? Ben oui, déjà, j'aimerais dire aux gens qui sont avec nous ce soir que si vous avez des questions ou des commentaires à faire, si vous êtes devant votre écran, du côté gauche, il y a une boîte de dialogue. Alors, vous pouvez écrire et on recevra de cette façon-là votre commentaire ou votre question. Alors, je voudrais d'abord partager un commentaire qu'on a reçu et quelqu'un nous dit que finalement, d'avoir parlé de Manon, comme vous l'avez fait, Marc, ça la gardait en vie. Alors, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous.
Vous avez aussi mentionné, et je pense que c'était un peu la troisième mort à laquelle vous faisiez référence dans le texte, c'est-à-dire le moment où il y a eu le don d'organes, qui est un geste quand même pas toujours facile à poser, même si on en a parlé et discuté. Et je me demandais si c'est un geste de vie en même temps, de donner la vie. Est-ce que ça a eu, pour vous et vos proches, disons, c'était important dans votre processus, c'était positif de poser ce geste-là, en même temps difficile parce qu'il marque la fin, mais c'est un peu un début au même moment. Oui, oui, ça fait je dirais, une grosse différence dans le sens qu'on savait que Manon, c'est quelque chose qu'elle prenait très à cœur et qu'elle n'avait pas hésité de prendre cette décision-là du tout avant. Et puis, ça a fait en sorte que ça a rendu le processus quand même un peu plus facile. Le fait, par la suite, évidemment, quand on apprend que ça aide des gens, que ça aide d'autres à continuer à vivre, il y a quelque chose de vraiment très touchant dans ça. C'est comme un baume qui aide dans le deuil, qui aide la blessure, à guérir la blessure. Et puis, je suis très fier de dire que Manon, elle a fait le don d'organes. C'est vraiment le cadeau ultime, c'est un cadeau, le plus beau cadeau c'est le cadeau d'une vie en quoi, qu'on pourrait dire. Et puis, c'est-à-dire de donner sa vie, de donner de cette façon-là. Ça aide, ça nous aide pas mal et ça fait du bien quand même de savoir qu'on a été capable de participer à ce processus-là. Et quelqu'un nous ajoute, ça aussi, c'est une façon de la garder en vie. En effet. Maintenant, quelqu'un nous demande que vous avez très bien décrit ce qui s'est passé à l'hôpital. Bon, vous avez à un moment donné fallu quitter l'hôpital. Comment ont été les jours qui ont suivi? Comment ça s'est passé pour vous, pour vos proches? C'est une très bonne question. Je pense que j'avais noté peut-être ce que je voulais en parler, puis je pense que j'ai perdu un peu le fil de temps, mais c'est une bonne question parce que c'était évidemment très difficile. D'abord, ma sœur a dû quitter pour tourner en Acadie, mais moi, j'avais planifié d'aller passer du temps en Acadie, mais pour un bref laps de temps, j'ai resté à Montréal et puis on est un peu perdu. On est très... la blessure est vive et puis... mais on est encore un peu dans la brume en même temps. C'est un mélange de sentiments. À vrai dire, mon expérience, c'est que on n'arrive pas à croire des fois. Il y a des moments dans la journée où est-ce qu'on dit, est-ce que c'est un rêve ou quoi? Et puis, on est dans une profonde tristesse. Dans mon cas à moi, j'ai même eu des difficultés de santé par la suite, c'est-à-dire ça m'avait affecté tellement parce que j'avais eu un niveau très élevé d'anxiété et ça m'avait affecté. Alors, j'ai dû prendre du repos et prendre ça tranquille et c'est ce que j'ai fait. Ça a duré un petit bout de temps. J'ai arrêté mes habitudes de faire beaucoup de courses et des choses comme ça. Mais je veux revenir avec le kayak, c'est parce que une des choses que j'ai fait, une des décisions que j'ai prises, et je l'ai mentionné au début, et merci de le mentionner, Joanne, en début, c'est que j'ai décidé d'aller acheter le kayak. Manon et moi, on en avait discuté que peut-être qu'on en achèterait et qu'on les mettrait sur le fait de la vanne et on partirait avec ça. Alors, je n'ai pas hésité longtemps. Ça m'a fait du bien de retrouver la nature, de trouver un endroit où est-ce que je pourrais prendre soin de moi
seul ou avec des amis, avec des gens que j'aime. Ça m'a fait énormément de bien. Alors, dans les premiers jours, c'est très difficile. On est perdu. Les gens sont autour de nous pour nous aider, mais c'est difficile. Et puis, dans les mois à suivre, les choses se placent. On a des responsabilités. Et puis, le temps passe. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est même pas 3 ans, mais voilà. Alors, quelqu'un nous souligne avoir perdu sa conjointe tout récemment, il y a 4-5 mois, et en fait comprend très bien le cheminement que vous avez partagé et ça l'aide beaucoup, ce que vous avez raconté. Et au travers de ça, ce qui en ressort, c'est un des points, il y en a plusieurs, mais un des points, c'est de trouver des façons d'honorer l'autre, de se souvenir de l'autre. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de témoignages là, qui vont vers vous, là, parce que effectivement, votre témoignage aide des gens à se mettre un peu à votre place et ils vivent des choses en parallèle. Et ce qui m'amène à souligner ce qu'on voit en arrière de vous, le cœur. Alors, plusieurs l'ont remarqué, puis disons, voilà, quel beau symbole. Merci de remarquer. C'est quelque chose que Manon aimait beaucoup. Moi, j'ai encadré plein de trucs que Manon avait laissés en legs. Ça, c'est un petit post-it que Manon m'avait laissé dans ma boîte à lunch un jour. Elle m'avait dessiné elle. Manon quand je l'ai rencontrée, elle avait 2 petites couettes, puis elle m'avait dit bonne journée, puis elle avait mis ça dans ma boîte à lunch comme surprise. Et puis, rendu au bureau, j'avais découvert ça, puis je l'ai fait agrandir et je l'ai encadré. C'est quelque chose qui est très spécial pour moi. J'en ai fait encadrer un pour la fille de Manon aussi. Et puis, ben oui, je m'entoure de choses qui me font du bien. Moi, je crois beaucoup dans l'idée que Manon, elle est dans mon cœur, elle est dans mes pensées, elle est dans mon quotidien, elle est partout. Et puis, c'est ça, finalement, son legs. Et puis, mais aussi, c'est la meilleure façon, je pense, pour honorer la mémoire. Et puis, c'est de me demander des questions à son égard, c'est de parler d'elle et c'est de célébrer sa vie. Vous avez souligné au passage, et c'est très important, ce que vous avez appelé les anges à l'hôpital qui vous ont accompagné, les gens qui, un peu discrètement, se tournent autour des familles qui en ont besoin et interviennent au bon moment et de la bonne façon. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Quels étaient les mots apaisants ou les gestes qui ont été posés envers vous et vos proches? C'est très important. C'est tellement important. Les gens qui travaillent dans ces milieux-là c'est des vrais anges. L'accompagnement qu'on a eu, je ne sais pas comment on aurait fait sans ça. Je n'ai aucune idée comment on aurait fait sans cet accompagnement-là. Alors, ils ont été là pour prendre soin de nous, pour nous aider à prendre des décisions, pour nous guider, tout en douceur. Et je ne peux pas m'imaginer comment on peut faire sans ça. J'ai une pensée pour les gens qui sont sur les premières lignes depuis 2 ans et plus maintenant, les préposés, les gens qui travaillent dans les hôpitaux depuis la COVID. Et puis, j'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers et qui n'ont pas été en mesure d'être proches d'eux, mais sachant qu'il y a au moins des gens qui sont là pour prendre soin de leurs proches, ça aide. Mais j'aime bien qu'on le souligne. Je n'oublierai jamais ça. Ça a été capital pour nous. Et il faut le souligner. Il faut le mentionner. Il y a eu des anges autour de nous. Et puis, j'ai une belle pensée tout le temps pour ces gens-là qui ont joué un rôle tellement important à travers de tout ça.
Vous avez souligné, et je trouve que c'est intéressant que vous auriez aimé en fait souligner le premier anniversaire bon, la COVID était là, idem pour le deuxième, bon, COVID encore, avec toutes les restrictions qu'on a connues et qu'on connaît encore, mais si vous aviez pu le faire, qu'est-ce que vous auriez fait l'année 1 ou l'année 2? C'est quoi l'idée? Ah, merci beaucoup de me poser cette question-là aussi. Je me souviens, j'en avais parlé avec la fille de Manon, Catherine, puis on avait quelques idées, mais l'idée, c'était de rassembler du monde qui ont connu Manon et de passer un bel après-midi à être ensemble et de se souvenir d'elle, de parler d'elle, d'être ensemble et de célébrer sa vie. Quand Manon et moi, on s'est mariés, on a fait un petit mariage très, très, très tranquille, mais on a célébré en après-midi avec des amis. Et dans ma tête, c'était de refaire la même chose. Et puis, évidemment, avec l'arrivée de la COVID, je voyais que ce n'était pas possible du tout. Et puis, bon, j'ai fait un lâcher-prise parce qu'on était vraiment, pour le premier anniversaire, on était en plein milieu d'un confinement général. Et puis aussi, je savais qu'il y avait du monde qui perdait leur être proche seul dans un hôpital ou dans un CHSLD. Et donc, je n'étais pas tout seul là-dedans. Mais c'est ça, je voulais passer, je trouvais que c'était important de le souligner avec des amis, avec ses amis, avec ces gens qui l'aimaient, avec des gens qui la connaissaient, et puis de rire et avoir du plaisir et de pleurer ensemble, parce que c'est ça que Manon, elle aurait apprécié beaucoup. Ça conclut, enfin, les diverses questions qu'on a eues. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi, mais avant de vous recéder la parole à Joanne pour le mot de la fin, je tiens à vous remercier. Non, mais, on a fait un voyage dans le temps, on a fait un voyage avec vous. On a fait, surtout, on a connu quelqu'un qui était près de vous, donc Manon. Vous nous avez partagé qui elle était et on a un peu l'impression de la connaître. Et merci de ce partage. Les gens ont beaucoup apprécié et c'était très, très aidant. Alors, merci beaucoup et je cède la parole à Joanne pour le mot de la fin. Oui, alors, c'est sûr que moi aussi, je veux dire merci, Marc. Hein, c'est un mot qu'on répète un peu comme les mots « je t'aime », ces mots qui sont si précieux dans la vie. Alors, ça ne me gêne pas qu'on répète le mot « merci » 2, 3, 5 fois pour avoir tout donné ce soir, avoir tout donné le meilleur de ce qu'on peut exprimer à la fois dans les moments de grande joie et de grande, grande peine. On a senti toute la solitude que ça peut entraîner, mais aussi votre capacité d'être seul, votre capacité de reprendre la vie, votre capacité de pleurer, votre capacité de mettre des mots. Alors pour tout ça, merci, merci parce que on le sait, dans l'auditoire, il y a des gens qui vont pouvoir vraiment s'identifier à des moments aussi pénibles, mais aussi encourageants pour la reprise et la continuité de la vie, vivre autrement, mais sans ne jamais oublier d'où on vient. Et c'est ça qui est beau. Et on vous souhaite, Marc, un tellement beau parcours pour la suite. Et je vous embrasse comme ça pour vous dire toute ma reconnaissance, ma gratitude. Merci, Joanne. Merci, Alain. Merci, tout le monde. Oui. Et on se retrouve donc le 7 mars. Soyez au rendez-vous. On a des belles petites surprises. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de soirée.